Dès le début de la Nouvelle-France, des explorateurs se sont aventurés dans l'Amérique profonde à la recherche de la mer de Chine. Sans jamais mesurer l'immensité du nouveau continent, ils cherchaient à en percer le mystère en le parcourant de la Louisiane à la baie d'Hudson et du Saint-Laurent aux montagnes rocheuses. En Nouvelle-France, le coureur de bois et l'explorateur se retrouvaient souvent dans la même personne. Si on essayait de faire un portrait robot de l'explorateur, on verrait que ça prend un type d'une force physique remarquable, capable de marcher ou de pagayer, parfois sur des milliers de kilomètres. Il devait aussi avoir la force nécessaire pour porter son canot et ses bagages lorsqu'il devait faire un portage. Ça devait être aussi un tireur d'élite, parce qu'il fallait qu'il résiste aux attaques surprises des Indiens ennemis. Il fallait aussi qu'il puisse supporter les maringouins. Ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu. Mais je pense qu'une de ses principales qualités, c'était celle d'être un bon communicateur. Lorsqu'il entrait en contact avec une nouvelle tribu, il lui fallait l'apprivoiser. Non seulement l'apprivoiser, mais aussi se faire comprendre. Ce qui fait que certains explorateurs pouvaient parler 10 ou 15 dialectes. Même Nicolas Perrault en parlait plusieurs dizaines. Avant l'arrivée des Blancs, nous étions partout en Amérique. Pourtant, des explorateurs à la peau pâle et à la barbe raide appelèrent découvertes des régions que personne n'ignorait depuis des millénaires. Les 5 nations iroquoises, les Mohawks en particulier, parlent une langue uto-aztèque qui est originaire du golfe du Mexique, donc définitivement qui sont venus du sud vers le nord. Mais il faut expliquer aux gens aussi qu'entre un Mohawk du groupe iroquoien et un Cri du nord du Québec, par exemple, du groupe algonquien, il y a autant de différences qu'entre un Turc et un Français au niveau de la culture et de la langue. Jean-Nicolet de Belleborne arrive à Québec en 1618. Il est à l'emploi de la Compagnie des marchands de Rouen et de Saint-Malo, qui a le monopole de la traite des fourrures. Mais ce n'est pas la traite qui l'intéresse. Allez par l'ouest et vérifiez les renseignements que j'ai recueillis concernant la mer de Chine qui, selon les Indiens, est à proximité de la baie des Puants. Les compagnons de Nicolet sont peu enthousiastes à rencontrer une nation dite des Puants. On parle aussi des Winnipigous ou des Winnibago. S'agit-il de la même nation? On ne sait trop. Nicolet part, il part pour se rendre jusqu'en Chine. Malgré les longs jours qui passent, aucun doute ne l'effleure. La mer de Chine est toute proche. Il a la certitude d'être sur le bon chemin. La rencontre avec le Grand Khan est pour bientôt. Et c'est pour ça qu'il se fait coudre une robe de soie, une robe de mandarin, sur lesquelles il a fait broder des fleurs et des oiseaux multicolores. Mais plus il avance, plus la Chine s'éloigne. Les Indiens lui parlent d'un autre pays éloigné, où vivraient d'autres hommes blancs, la Floride. Il avait vécu avec une Indienne, il avait une petite fille, il a amené sa petite fille avec lui, et qu'il a fait instruire par les Ursulines, et qui va se marier à un Français plus tard. Les Winnibago, c'étaient bien des puants. Ils sont stupéfaits par l'arrivée de Nicolet et, sans doute à cause de sa robe multicolore, le prennent pour un demi-dieu. La tribu lui organise un formidable banquet auquel assistent 4 à 5 000 personnes. À l'encontre de quelques autres explorateurs qui étaient des coureurs de jupons, Jean-Nicolet a toujours été exemplaire. Il a toujours respecté énormément la culture des Autochtones, qui le lui rendait bien d'ailleurs. Au mois d'août 1659, Pierre-Esprit Radisson, 19 ans, et son beau-frère, 41 ans, Médard Chouard des Groseilliers, quittent Trois-Rivières pour le pays des fourrures. Le gouverneur de la colonie demande qu'un de ses hommes les accompagne. Mais des Groseilliers répliquent: Les découvreurs passent avant les gouverneurs. Salut! Il va sans dire que Radisson et des Groseilliers
vont partir seuls. Radisson naît en France. Sa sœur Marguerite épouse Médard Chouard des Groseilliers. Capturé par les Iroquois, Radisson vit quelques années en Iroquoisie, où il apprend la langue de cette nation. On lui donne un nom indien, Oninga. Pour le moment, il file vers les forêts du Wisconsin, où il fera la traite des fourrures. Et pour impressionner les Amérindiens de cette région, ils vont montrer leur arsenal. Radisson, d'ailleurs, dans son récit de voyage, donne la liste de ce que ça contenait. 5 fusils, 2 mousquets, 3 fusils de chasse, 3 paires de grands pistolets, 2 paires de pistolets de poche, 2 épées et 2 poignards. Nous étions des Césars et personne n'osait nous contredire. Poursuivant leur route, Radisson et des Groseilliers vont aller rendre visite aux Sioux. Ils sont les 2 premiers Européens à prendre contact avec cette tribu, une des plus importantes de l'Ouest. Après avoir passé 6 semaines dans les forêts du lac supérieur, ils vont prendre le chemin du retour, ils vont se rendre à Montréal. Ils apportent une cargaison extraordinaire, une des plus importantes depuis le début de la colonie. 60 canots chargés de ballots de fourrure. Et pour ça, ils avaient heureusement l'aide d'Amérindiens amis. Ils sont probablement les 2 premiers coureurs de bois à faire la traite des fourrures sur une si grande échelle et aider ainsi l'économie de la Nouvelle-France. René-Robert Cavelier de La Salle est né à Rouen en 1643. On le trouve dans la colonie en 1667. Il veut découvrir l'Ohio pour, déclare-t-il, ne pas laisser à un autre l'honneur de trouver le chemin de la mer du Sud, celui de la Chine. Il va arriver en Nouvelle-France, se faire concéder un petit fief non loin de Montréal, un petit fief qui va être surnommé la Chine. Et ce sera en 1682 seulement qu'il pourra enfin descendre le Mississippi et parvenir au golfe du Mexique. Sa résistance physique ne semble pas avoir de limite. Comme Samuel de Champlain, La Salle rêve d'un vaste empire français en Amérique du Nord, un empire qui irait de la baie d'Hudson au golfe du Mexique. Tout comme Champlain s'était occupé du peuplement de la vallée du Saint-Laurent, La Salle espère peupler ce nouveau territoire auquel il a donné le nom de Louisiane en l'honneur de son roi Louis XIV. Dont le chef est Pierre Gauthier de Varennes, sieur de la Vérandrie. Ce sont des gens qui viennent de la région de Trois-Rivières. Ils ont fait là de la traite des fourrures. Et ils reçoivent, de la part du gouverneur de la colonie, la mission d'atteindre la mer Vermeille, c'est-à-dire celle qui conduit à la Chine et au Japon. En 1731, il part donc en compagnie de ses 3 fils, d'un de ses neveux et d'une quarantaine de compagnons. Passé les Grands Lacs, l'expédition rencontre plusieurs nouvelles nations amérindiennes. Les Assiniboines, les Mandanes, les Beaux Hommes, les Petits Renards, les gens de la Petite Cerise et les Sioux. Et là, il arrive souvent qu'il y a 100 ou 200 Amérindiens qui vont au-devant de ce cortège-là. Parce qu'il n'y a pas seulement 2 ou 3 personnes, ils peuvent être parfois une 50aine de Canadiens. Et là commencent de longs palabres. La Vérandrie sait, parce qu'il est un excellent communicateur, qu'il faut d'abord s'asseoir, discuter, manger, palabrer, et ensuite faire le commerce. C'est ce qu'il fait. Il va comme ça avancer de plus en plus vers l'ouest. L'aventure va durer 12 ans, de quoi épuiser le père La Vérandrie. Ce sont ses fils qui vont continuer. Dans les prairies, des millions de bisons vivent à l'état sauvage. Les Indiens les chassent de différentes façons. Parfois, ils mettent le feu à l'herbe sèche et attaquent les troupeaux dans leur fuite. Parfois, ils se cachent sous une peau de loup ou de bison et s'approchent des bêtes pour les tuer plus facilement.
Certains, montés sur des chevaux, poussent des troupeaux vers le sommet d'une falaise. Les bêtes se tuent en tombant en bas. Ils n'arriveront pas à la mer Vermeille, qui de fait est l'océan Pacifique, que les Indiens connaissaient très bien d'ailleurs. Mais ils vont arriver au mois de janvier 1743, au pied d'une frontière naturelle, d'une barrière qu'ils ne franchiront pas, les montagnes Rocheuses. Les guides indiens qui les accompagnent refusent d'aller plus loin. Et c'est là que se termine l'aventure des La Vérendrye, la dernière des grandes aventures de découvreurs du régime français.